Une perspective nouvelle qui montre comment la civilisation s'est propagée à travers le monde. Depuis l'aube de l'humanité et l'apparition des premières cités et des premiers empires, jusqu'à la croyance en un Dieu unique. Nous allons suivre l'avancée des peuples originaires du Proche-Orient. Une région extraordinaire qui, pendant des millénaires, a constitué un lien vital entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Un carrefour économique, scientifique et culturel. Accompagnez-nous dans cette odyssée fabuleuse. De l'Orient à l'Occident. Aux abords de la ville de Sivas en Turquie, des cavaliers se sont rassemblés pour jouer au djirit, un sport équestre qui existe depuis des siècles et se pratique avec un javelot. Pour chaque participant, c'est l'occasion de démontrer son courage et son adresse. Les membres de chaque équipe doivent essayer d'attraper au vol le javelot de l'adversaire avant de se lancer à sa poursuite. Mais le djirit est plus qu'un jeu. C'est une tradition très ancienne qui a permis aux ancêtres de ces jeunes gens de perfectionner leur talent de cavalier et de guerrier, avant de se lancer à la conquête du monde. Il y a 1000 ans, les frontières entre le Proche-Orient et l'Asie mineure semblaient clairement délimitées. D'un côté, les grands empires islamiques, de l'autre, les régions contrôlées par les Byzantins, les successeurs chrétiens des maîtres de l'Empire romain d'Orient. Mais des influences nouvelles ont commencé à s'imposer dans les steppes lointaines d'Asie centrale, menaçant l'ordre établi. Ce sont d'abord les Turcs seldjoukides qui ont franchi des milliers de kilomètres pour s'attaquer aux Byzantins. Dans leur sillage, Gengis Khan et ses hordes mongoles ont semé la destruction dans le monde islamique avant de se convertir. Sont ensuite venus le grand Tamerlan, l'instigateur de la Renaissance islamique depuis sa capitale Samarcande, et ses descendants les Moghols. Leur domination en Inde a produit une des civilisations les plus riches et les plus remarquables de tous les temps. Voici l'histoire de cette région qui a donné naissance à quelques-uns des plus grands empires qu'on ait jamais connus. Des empires qui ont transformé l'équilibre entre les puissances mondiales et redéfini l'Orient et l'Occident. Voici l'histoire du creuset asiatique. Il y a 1000 ans, les steppes sauvages d'Asie centrale étaient sillonnées par des peuples de cavaliers nomades. Conquise par les armées arabes, cette région immense se trouvait aux confins du monde islamique.
Elle s'étendait jusqu'à la Chine et la Mongolie à l'est, la mer Caspienne à l'ouest, l'Afghanistan au sud et la Russie au nord. C'était un carrefour vital entre l'Orient et l'Occident, pivot de la route de la soie par laquelle transitaient les marchandises de Chine et d'Inde à destination de l'Europe. Au XIe siècle, les habitants les plus puissants de toute cette zone étaient un peuple d'origine turque récemment converti à l'islam, les Seldjoukides. Ces guerriers avaient établi leur domination sur ces terres sauvages et inhospitalières. L'existence dans les plaines était extrêmement difficile. Le climat était rude. Les chasseurs et les éleveurs vivaient de façon très spartiate. C'étaient des guerriers obligés de se battre pour survivre. Des cavaliers et des archers émérites. Pendant plus de 3 siècles, en quête de pâturage et de butin, les Seldjoukides ont conquis les steppes, puis ont commencé à s'aventurer au-delà des frontières de l'Asie centrale, vers l'Anatolie, aujourd'hui en Turquie. Cette soif d'expansion allait changer l'équilibre des forces mondiales. Elle marquait le début des affrontements entre les civilisations occidentales et orientales, entre les Byzantins chrétiens et les Turcs musulmans. C'est ici, près de Malazgirt, dans l'est de l'Anatolie, que les armées seldjoukides et byzantines se sont retrouvées face à face le 26 août 1071. Le sultan seldjoukide Alp Arslan a conduit son armée à la lisière de la plaine. Ces étendues arides et désolées constituaient un champ de bataille idéal pour une armée habituée aux steppes d'Asie centrale. La plaine ouverte était parfaitement adaptée à la stratégie des Turcs. Les petites collines leur permettaient de monter des embuscades et d'attirer l'ennemi vers eux. Comme dans la steppe, ils pouvaient se déplacer rapidement à cheval et mettre en pratique leurs tactiques. Parfaitement adaptées au terrain, les armées d'Alp Arslan avaient déjà largement affaibli l'ennemi par une campagne incessante d'escarmouches et de sabotage, brûlant les récoltes et empoisonnant les puits. Mais la cavalerie seldjoukide était en infériorité numérique. Alors, au lieu de se lancer dans un assaut général, les Turcs ont harcelé l'ennemi, lançant de petites attaques répétées afin de l'attirer dans un piège mortel. Les Seldjoukides étaient des guerriers rapides, bien armés et surtout d'une grande habileté. Les flèches des Seldjoukides étaient très efficaces, même contre les armures des Byzantins. Se sentant défiés, l'infanterie byzantine est passée à l'attaque. À son approche, les Turcs ont fait semblant de battre en retraite. Mais très vite, leurs archers à cheval, qui s'étaient embusqués derrière les collines, se sont élancés. Dans les rangs byzantins, la confusion était totale. L'armée a été écrasée par les Turcs. Contre toute attente, les soldats d'Alp Arslan ont ainsi détruit la puissante armée byzantine et l'Empire chrétien a perdu les terres fertiles d'Anatolie. Appelée pays de Roum sous la domination des Byzantins, cette région était désormais le sultanat seldjoukide de Roum, dirigé par les souverains musulmans.
Leur nouvelle capitale, Konya, est devenue le centre spirituel et culturel de l'État seldjoukide. Savants, artisans et religieux, y compris les adeptes du soufisme, une doctrine mystique de l'islam, tous ont afflué à Konya, qui s'est enrichi de l'héritage culturel d'Asie centrale et du Proche-Orient. Le départ des Byzantins et l'arrivée des Seldjoukides se sont traduits par un changement de régime radical, mais n'ont pas marqué pour autant une rupture totale avec le passé. Avant la conquête de la région par les Seldjoukides, la Cappadoce, le pays des beaux chevaux, avait été pendant des siècles un foyer de la chrétienté en Anatolie. Aujourd'hui, dans les canyons et les collines autour d'Aksaray, on peut encore admirer au milieu des habitations des églises rupestres et des monastères chrétiens. Dans la vallée d'Ilara, une gorge de 25 km de long, des vestiges archéologiques témoignent de la relation remarquable qui s'était nouée entre les chrétiens et l'envahisseur musulman. Cette magnifique chapelle rupestre date de 1290. C'était le caveau de citoyens riches qui avaient les moyens de la faire décorer dans le plus pur style byzantin. On peut voir les archanges vêtus comme on les représentait 200 ans plus tôt, à l'apogée de la civilisation byzantine. Et voilà la figure du Christ transfiguré. Et de l'autre côté, les 12 apôtres. Au fil des siècles, les fresques se sont dégradées. Malgré tout, on peut encore voir comment était décoré le tombeau d'un riche chrétien vivant sous la domination des Seldjoukides. Leur dynastie n'avait pas seulement conquis des terres immenses, elle avait aussi gagné les cœurs et les esprits. Ici, on a une fresque tout à fait remarquable. On n'a rien retrouvé de semblable ailleurs en Turquie et certainement pas en Cappadoce. C'est un personnage masculin, habillé à l'orientale, avec un turban, une grande barbe noire, une longue robe blanche et une épée. Il est à côté d'un autre homme en qui on reconnaît le saint chrétien Saint Georges. Qui était cet homme? L'inscription sur le mur a été peinte à la même époque. Le plus important, c'est le texte en grandes lettres blanches. Il nous indique très clairement qu'il s'agit de Basile Giagoupès, commandant des troupes chrétiennes et certainement propriétaire terrien. Pourtant, il ne soutenait pas l'empereur byzantin Andronicus, mais le sultan Massoud II. Bien que chrétien d'ascendance byzantine, Basile Giagoupès avait adopté le mode de vie des conquérants.
Non content de s'habiller à la mode turque, il avait aussi fait serment d'allégeance au sultan seldjoukide. C'est un instantané passionnant de la façon dont les chrétiens aisés vivaient, travaillaient et servaient la dynastie seldjoukide. Ils pouvaient aller jusqu'à se battre et probablement mourir pour elle. Apparemment, les deux populations se sont mélangées assez facilement dans le centre du pays, ce qui explique que l'islamisation a été aussi précoce par ici. Grâce aux interactions ethniques, religieuses et culturelles, la frontière entre les vainqueurs et les vaincus s'est peu à peu estompée. À ce carrefour culturel, la limite entre Orient et Occident est devenue floue. Cette effervescence a été renforcée par le défilé incessant des caravanes qui faisaient la navette entre l'Est et l'Ouest sur la route de la soie. Afin d'aider voyageurs et marchands, les Seldjoukides ont fait construire des caravansérails fortifiés. Distantes de 30 à 40 km, l'équivalent d'une journée de voyage, ces auberges routières ont favorisé l'essor commercial entre l'Orient et l'Occident. Au XIIIe siècle, les Seldjoukides régnaient sur un empire immense qui comprenait l'Anatolie, mais aussi une partie de l'Asie centrale et du Proche-Orient. Dans leur pays natal, les chefs tribaux gouvernaient au nom du sultan seldjoukide. L'Asie centrale a alors connu une période de stabilité politique et de prospérité extraordinaire. C'est ainsi que Boukhara, aujourd'hui en Ouzbékistan, est devenue une des villes les plus riches et les plus dynamiques du monde musulman, comme l'illustre un des derniers joyaux architecturaux de cette époque. En 1127, le khan Karakhanid Alparslan fait ériger le minaret Kalian. Le minaret a été construit pendant l'âge d'or de la civilisation islamique, quand Boukhara était le centre culturel et religieux du monde musulman. Haut de plus de 50 mètres, le minaret Kalian est une prouesse d'ingénierie. À l'époque, c'était le bâtiment le plus élevé d'Asie centrale.